Eh bien, ça fait du bien une petite pause, je suis certaine. Donc, enchaînons avec notre prochaine séance où nous allons aborder un sujet qui est souvent considéré tabou, soit la sexualité et l'intimité liées au cancer de l'ovaire. Lorsqu'on a un cancer, les changements au niveau de la sexualité et de l'intimité peuvent être un défi de taille. Plusieurs constatent que leur vie sexuelle change du tout au tout. Zoé abordera les répercussions du cancer de l'ovaire sur la sexualité et la capacité sexuelle, les stratégies pour y faire face, ainsi que les émotions que cela engendre. Elle abordera également, vers la fin de sa présentation, la ménopause chirurgicale qui touche plusieurs femmes atteintes de ce cancer. Alvina, qui est, elle, atteinte d'un cancer de l'ovaire, se joindra à la discussion afin de partager ouvertement son expérience quant à l'impact de la ménopause précoce dans son quotidien. Donc, diplômée de la maîtrise en sexologie de l'Université du Québec à Montréal, Zoé Bourantoni détient également un baccalauréat en psychologie de l'Université de Montréal. Elle est sexologue clinicienne et psychothérapeute en milieu privé depuis 2009. Depuis 2010, elle agit également comme conférencière dans les programmes d'aide aux employés dans le milieu de la santé ainsi que dans des colloques de réadaptation physique. Alors, il me fait vraiment plaisir d'accueillir Zoé avec nous. Donc, bonjour Zoé. Bonjour Advina. Bonjour à tous, ça me fait plaisir d'être là. Souhaitez-vous que je partage ma présentation? Oui, ça Parfait. devrait être OK pour le partage. Oui. Super. Alors, bonjour à tout le monde, ça me fait plaisir d'être là. Je vois que vous êtes bien entamés avec des sujets très intéressants déjà dans le symposium. Alors, aujourd'hui, sexualité et l'intimité, si on en parlait. Donc, dès que j'ai débuté ma carrière en réadaptation physique, j'avais des collègues qui me disaient, ah, c'est bien, tu travailles en sexologie, en bureau privé, puis qu'est-ce que tu fais en réadaptation? T'es physio, t'es ergo, t'as 2 diplômes? Je dis, non, non, je suis sexologue en réadaptation physique. Donc, déjà là, on pourrait voir que de faire le lien entre les atteintes au corps et la sexualité était extrêmement difficile, même pour mes collègues qui travaillaient dans le domaine de la santé. J'ai développé différentes expertises, collaboré avec différentes cliniques au niveau du cancer. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être ici ce soir avec vous. Donc, pour moi, c'est sûr que j'ai un peu un biais. J'ai fait le choix d'être sexologue dans la vie, mais pour moi, le besoin d'être touché, caressé, de vivre un rapprochement intime et réel. Et votre sexualité est importante, même si vous n'avez pas une vie sexuelle active. Vous êtes en traitement, vous récupérez d'une chirurgie, vous êtes en deuil ou peu importe ce que vous vivez à certains moments de la vie, c'est possible que vous n'avez pas nécessairement envie d'être activement participant dans une sexualité, mais d'être un être sexuel continue à faire partie de votre personne et que vous soyez en couple ou non. Et un diagnostic de cancer de l'ovaire impacte la sexualité de manière importante, large, variée, difficile. Je vais un peu aborder ça aujourd'hui en regardant et en normalisant peut-être certaines difficultés. Vous allez probablement pas nécessairement tous les vivre ou à différents niveaux. Mais surtout, on va essayer de regarder des pistes de solutions ensemble. Donc, la sexualité après le diagnostic, ça varie pour tous. Il n'y a pas une norme, il n'y a pas une manière de vivre sa sexualité, d'être atteint, mais la réalité, c'est que peu importe était votre normalité, à vous, j'imagine qu'elle est déstabilisée et ce, de plusieurs manières. Donc, comment est-ce qu'un diagnostic de cancer de la part avec la sexualité? Ça peut être de manière directe. Donc, ce cancer, les traitements vont tout de suite venir changer quelque chose au niveau de ma capacité physique, au niveau de mon plaisir, mais ça peut aussi être de manière indirecte, donc par la fatigue, par la communication, par les difficultés que ça engendre, autres. Excusez-moi. Et donc, ça agit vraiment sur 3 plans, au niveau physique, personnel, psychologique, relationnel, où la confiance a développé une relation. Donc, comment est-ce que ça modifie la sexualité au plan physique, que ça soit votre fertilité qui soit remise en question, que ça soit d'avoir de la fatigue, de la douleur, une hypersensibilité, à dire j'ai plus le confort, j'ai plus la capacité de performer peut-être mes positions sexuelles préférées, de trouver l'énergie quand la personne avec qui je veux avoir des relations est disponible. Mais ça pourrait également être de manière indirecte, que ce soit les effets secondaires de la médication, des traitements, de la douleur ou la fatigue suite à une chirurgie ou la radiothérapie, que ce soit la chimio qui amène des atteintes nerveuses, vasculaires, ainsi que la fatigue ou simplement de ne pas se sentir si désirable avec notre tête dans un bol de toilette. Euh,
Donc, les nausées qui éliminent le désir ou un sentiment de désirabilité ou des modifications corporelles. Donc, j'ai aussi beaucoup travaillé avec beaucoup de femmes qui avaient eu cancer du sein, donc de prise de poids après la chimio, que ça soit de la perte des seins, mastectomie, donc même avec reconstruction, de dire c'est pas les miens, j'aurais peut-être pas fait ces choix-là. Ça peut être simplement, même si c'est pas visible, si vous avez subi une hystérectomie complète, donc pour certaines femmes, c'est des atteintes au niveau de la féminité. Donc, il y a toutes sortes de manières que notre féminité, que notre disponibilité à la sexualité peuvent être affectées. Donc, au niveau psychologique, il peut y avoir un sentiment de culpabilité, d'avoir l'impression que l'on fait ça à notre partenaire. Souvent, qu'est-ce que je vais recommander aux gens, c'est essayer le plus possible de développer un discours ensemble où c'est nous contre le diagnostic et pas moi le diagnostic, et c'est entre nous et ça crée une distance, mais que nous pouvons idéalement faire équipe pour passer à travers ces difficultés-là. J'ai même parlé avec des femmes qui peuvent se dire, je me sens ridicule de malgré tout ce que je vis, malgré toutes les difficultés, j'ai ce désir-là de rapprochement où je me sens ridicule d'encore avoir du désir, ce ne serait pas nécessairement une priorité, où j'aurais besoin de ressentir que l'autre me désire encore et de me sentir bien dans ma féminité, mais sachez que c'est tout à fait normal et c'est tout à fait correct. Pour certaines personnes, ça peut être des diminutions au niveau de l'estime de soi, donc des pertes de repères au niveau de votre identité personnelle. Je me sens plus comme la même femme dans votre féminité, je ne suis plus sur le marché du travail. J'ai entendu la fin de la présentation au niveau du brain fog et de réorientation, des questionnements au niveau de carrière. Certaines personnes se définissent beaucoup à travers leur profession, leur contribution au monde. Donc, si je perds ça, il peut y avoir des grandes atteintes à comment est-ce que je me vois. Pour certaines, ça peut être une impression d'avoir rien à offrir. Et beaucoup de peurs peuvent être présentes. Donc, des peurs qui vont nous bloquer à même nous permettre d'essayer ou d'initier une sexualité. Peur de est-ce que mon corps me suit? Est-ce que je vais avoir de la douleur? Est-ce que je suis assez en forme pour me rendre au bout? Et je mets en guillemets au bout d'une relation sexuelle parce que pour moi, ça débute quand deux personnes ont envie et ça se termine lorsque une des personnes en a eu assez. Peu importe qu'est-ce qu'on a fait. Est-ce qu'on s'est simplement embrassé? Est-ce qu'on s'est caressé? Est-ce qu'une personne qui a atteint l'orgasme? C'est pas nécessairement une sexualité qui est pénétrante. Donc, au bout, le bout, c'est parce qu'on en a eu assez. C'est peu importe, c'est quoi ce bout-là. Donc, la peur de ne pas pouvoir compléter une relation sexuelle. Vous allez voir, je vais revenir à cette idée-là. Pour certaines personnes, ça va être le rejet. Donc, je ne me sens pas désirable, j'ai la difficulté à imaginer que l'autre pourrait encore me désirer. Peut-être que mon partenaire a pris en charge plus de choses dans la maison. Je sens que j'y contribue pas assez. Puis, je sens comme une vulnérabilité. Donc, j'ai peut-être peur de l'échec dans cette idée-là de ne pas pouvoir performer. Puis il peut aussi avoir simplement cette anxiété-là de rechute ou de survie qui fait en sorte que c'est difficile de se rendre disponible à une relation sexuelle. Donc, ça peut être des altérations de l'image corporelle, soit avec la perte de cheveux, avec la prise de poids. On a de la difficulté à se retrouver dans son sentiment d'être désirable, de vouloir se lancer, se sentir bien dans une relation sexuelle. Ça pourrait être la prise de poids, d'autres chirurgies que vous avez vues par le passé. Donc, tout ça peut amener soit un repli sur soi, l'isolement, que je vous encourage à l'opposer. Donc, souvent, on va avoir tendance à garder ça pour nous, peut-être par honte ou difficulté à l'aborder. Mais souvent, on est beaucoup mieux lorsqu'on tend à ouvrir ça dans un groupe de soutien, avec la famille, avec amis, avec notre partenaire. Donc, tout ça peut amener évidemment à une diminution du désir, impression d'être retard à la vie ou laissé derrière. Donc, chez des femmes plus jeunes, je vais entendre ça de dire, je vois mes amis qui avancent, qui ont leur famille, qui ont leur carrière, puis je me sens comme prise, ça fait 1 an, ça fait 2 ans que je gère ce diagnostic, j'ai l'impression que j'avance pas. Il peut aussi évidemment avoir la présence de comorbidités de troubles de l'humeur ou des troubles anxieux. Donc, avoir un épisode de dépression ne serait pas surprenant lorsqu'on passe à travers ce genre de difficultés-là. Excusez-moi, j'ai la fin de la grippe donnée par mon plus jeune. Sûr. Donc, au niveau relationnel, on peut s'imaginer à ce que toute votre dynamique soit chamboulée. Donc, une personne qui se trouve peut-être plus dans un rôle d'aidant naturel, avec ce déséquilibre, que pour certaines personnes, crée un sentiment de dépendance, que l'autre s'occupe de moi, que ça soit financier. Donc, selon votre réalité, de dire je me retrouve peut-être sans mon travail, je sens que l'autre contribue plus, qui peut créer des différents stresseurs qui peuvent contribuer à mon sentiment d'être désirable, de sentir que je contribue à mon couple, ou d'être un parti désirable si je suis dans une situation de célibat. Ça peut être quand on n'est pas à notre meilleur, je ne sais pas vous, moi j'ai une tendance à être irritable, c'est aussi si j'ai beaucoup de fatigue, j'ai beaucoup d'anxiété, je ne suis pas nécessairement la personne la plus patiente, donc j'ai peut-être la mèche un peu plus courte avec partenaire de vie. De l'autre côté aussi, si votre partenaire de vie peut-être en fait un peu plus,
puis tout en bienveillance, en sachant que vous ne pouvez pas contribuer autant, mais peut-être cette personne-là aussi vit sa propre fatigue. Donc, il peut y avoir une distance qui se crée entre les conjoints, donc dans le sens de la difficulté à aborder ces difficultés-là. Peut-être certains conjoints vont avoir la peur de mettre une pression par rapport à la sexualité ou peur d'augmenter un sentiment de culpabilité, donc ne vont pas nécessairement dire. Ou peut-être que vous avez pris une distance physique, peut-être due à certaines douleurs, peut-être due à l'inconfort de certains traitements, peut-être que vous avez décidé de faire chambre à part, puis ça diminue les possibilités pour vous coller, pour passer du temps de qualité ensemble. Puis évidemment, aucun couple est parfait, donc ce genre de situation-là peut avoir tendance à amplifier les difficultés qui étaient présentes antérieurement. Donc, malheureusement, pour certains couples, ça les aide à se souder, à ouvrir des discussions, à sentir qu'ils sont là l'un pour l'autre. Malheureusement, il y a beaucoup de couples qui peuvent souffrir de rupture, donc on peut aussi avoir l'inquiétude à rencontrer. Certaines personnes peuvent vivre énormément de solitude. Modification non sollicitée du réseau d'amis, j'ai souvent entendu certaines personnes que je ne croyais pas qu'elles allaient être présentes étaient très présentes, des amis que je croyais sur lesquels je pourrais compter. Finalement, j'ai réalisé que non. Donc, souvent, notre vie est chamboulée à plusieurs niveaux. Puis, il peut y avoir de non-dits dans la communication. Aussi, j'ai oublié de mentionner en début de présentation, nous avons Alina ici, donc, qui vit ses propres difficultés par rapport à la sexualité, à la ménopause chirurgicale. Donc, Alina, je vous invite à tout moment, si vous voulez m'interrompre et lever la main, simplement par « Ah, Zoé, je rajouterai ici ». C'est des éléments qui résonnent davantage pour donner un peu plus de chair, de réalité, de vécu à ce que j'apporte. Donc, pour moi, cette présentation-là d'aujourd'hui, j'ai un 35 minutes pour vous inspirer, pour vous mettre la puce à l'oreille, pour stimuler votre réflexion sur comment votre diagnostic affecte votre sexualité, puis vous encourager à nourrir et vivre votre érotisme dans le degré qui vous convient à chaque stade de votre processus. Donc, je vous insiste à ouvrir le dialogue avec vos médecins et aux professionnels. C'est peut-être comme ça que vous avez entendu parler de la présentation, avec votre conjointe, avec des proches qui peuvent vous offrir du soutien. Donc, même s'ils ne comprennent pas pleinement votre diagnostic, de parler à des amis, de ne pas rester isolé avec ces sentiments-là, parce que c'est souvent que là, ça va prendre une emprise sur nous, prendre une ampleur, puis c'est pas rare que juste le fait d'en parler, de se sentir soutenu et compris par quelqu'un en qui on a confiance, juste de ne plus être seul aide énormément. Donc, ça pourrait aussi être un professionnel en santé mentale, parler avec sexologue, avec travailleur social, avec infirmière, avec un psychologue. Donc, je souhaite aussi alimenter votre créativité et vous inspirer à explorer votre sensualité et tous les moyens qui vont vous permettre de la vivre pleinement. Donc, pour se sortir de ce cercle vicieux de « je suis pas bien dans ma peau, j'ai vu des traitements, j'ai la fatigue, je me sens pas désirable, là, je me sens coupable parce que je ne veux pas parler à l'autre personne ne veut pas mettre de pression, donc on se retire, on est distant, on ne sait plus comment le nommer. » Toute cette réalité de cercle vicieux. Je vous invite à vous questionner sur le pourquoi de votre sexualité à ce moment-ci de votre vie. Et ça, c'est quelque chose qui peut évoluer. Donc, la sexualité dans la vingtaine, dans la trentaine, dans la quarantaine, cinquantaine, soixantaine, soixante-dizaine va évoluer à travers de votre vie et où vous êtes avec votre partenaire de vie, à quel stade relationnel également, ou même en situation de célibat. Donc, les buts de la sexualité, vraiment, ça devrait être plaisir émotif, plaisir physique, temps de qualité pour soi, dans la masturbation, temps de qualité pour le couple. Ça crée de l'intimité, ça rapproche. J'ai une amie qui m'avait déjà dit « Ah, moi, dans mon couple, c'est vraiment la colle, où je le sens, je suis comme irritée quand je prends une distance avec mon conjoint, on a une relation sexuelle, je me sens plus proche. » C'est vraiment pour remplir un besoin de connexion, d'affection. Ça permet la relaxation, on se sent mieux, détente. Il y a certaines personnes qui vont dire « Ah, j'ai comme une sexualité génique, je suis anxieuse. Après un bon orgasme, j'ai bien dormi. » Si vous avez de la douleur, sachez aussi qu'il y a des endorphines qui aident avec la gestion de la douleur, qui peuvent être relâchées lors de relations sexuelles. Puis peut-être que vous êtes à un stade de votre vie où vous parlez de fécondité, puis d'avoir ce diagnostic-là, vous créez beaucoup d'anxiété. Ce n'est pas mon domaine d'expertise, donc ça, je vous invite vraiment d'en parler avec votre personnel soignant. Les dangers que je vois. Donc, quand la sexualité se met à être atteinte de diverses manières, souvent les gens vont oublier que c'est supposé pour le plaisir, vont oublier qu'ils n'ont pas toujours une sexualité qui est pénétrante, vont oublier que des fois, ils ont commencé une relation sexuelle puis ont arrêté parce que simplement, ça ne leur convenait plus. On dirait qu'ils se mettent une
obligation et commence à être axé davantage sur la performance, presque comme un travail. Je suis axé sur je dois atteindre l'orgasme, mon partenaire doit atteindre l'orgasme, on doit avoir une pénétration où les scripts sexuels deviennent plus stricts, où on se met une pression de satisfaire à l'autre. Je ne suis pas bien, je ne suis pas aussi disponible que j'étais, j'ai peur que l'autre aille ailleurs, j'ai peur que je nuise à mon partenaire. Donc là, je me mets une pression pour performer mon devoir conjugal. Mais c'est une des pires choses qu'on peut faire pour alimenter notre désir. Puis, attention, s'il y en a de vous qui ont des personnalités perfectionnistes ou exigeantes, où toute cette réalité-là va avoir encore plus tendance à être présente. Donc, piste de solution, se rappeler, je veux connecter, je veux vivre du plaisir à tous les niveaux, je veux que nous soyons bien. Donc, des pistes de solution pour soi, pour le couple, pour la personne seule et un peu dans l'exécution. Excusez-moi. J'ai pris une pastille, clairement, c'était insuffisant. Donc, vraiment, d'utiliser peut-être aujourd'hui pour redéfinir vos objectifs avec vous-même, puis vivre votre sexualité au sens large dans votre féminité. Donc, peut-être vous êtes moins bien, vous êtes à la maison, d'avoir une conversation avec une personne, là, je suis comme en jogging gris, le vieux t-shirt troué. Non, est-ce que je peux m'habiller en mou, hyper confortable, avec un t-shirt qui me fait plaisir, avec les pantalons de yoga que j'aime, je peux m'attacher les cheveux d'une manière qui me plaise. Fait que je peux être excessivement confortable, mais dans quelque chose qui me fait que je me sens bien. Peut-être que je vais me sentir plus féminine, que je vais me sentir plus moi. Et au sens large, est-ce que ça peut simplement être des accolades? Est-ce que ça peut simplement être de parler de ce qu'on aimerait faire quand on va être plus en forme? Puis de ne pas attendre les bonnes journées ou le bon moment parfait. Fait que des fois, ça peut être de planifier sa sexualité. Puis il y a certaines personnes qui vont dire « Ah, c'est pas spontané, c'est pas naturel. » Mais en fait, que vous soyez en situation de diagnostic de cancer de l'ovaire ou pas, je suis vraiment pas contre cette idée de planifier, mais pas « Oh non, mardi 19h, il faut que j'aille avoir une relation sexuelle. » Mais plus dans l'idée de je vais me préparer, on va peut-être se dater, je vais m'imaginer là-dedans. Et sachez que si c'est un moment qui est planifié, mais évidemment, le consentement se retire à tout moment et le but est de passer un moment agréable ensemble. Donc, j'ai peut-être pas l'énergie pour une relation sexuelle, mais peut-être qu'on peut s'offrir un massage mutuel, peut-être qu'on peut s'offrir des accolades, peut-être qu'on peut dormir en cuillère. Donc, peut-être qu'on peut vivre un moment intime avec des niveaux de nudité, de sexualité, de sensualité variables. Mais en gardant ça, il est possible que des fois, on s'enlève la pression et qu'on vive juste un moment de se coller en cuillère, en sous-vêtements, on se prend une pause, puis peut-être que notre désir commence à augmenter et ça nous ouvre à la possibilité d'une sexualité. Donc, de prendre en charge votre sexualité, poser des questions, vous dire, OK, comment est-ce que je me sens, c'est quoi les choses que je suis en train de faire, je le fais d'être présent à la présentation d'aujourd'hui, puis de réapprivoiser votre corps. Est-ce qu'il y a des sensations qui ont changé quand on va parler de la ménopause chirurgicale, de comme, OK, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, au lieu de juste, ah, ça ne marche plus, je ne me pose pas de questions, qu'est-ce qui ne marche plus, comment ça ne marche pas, c'est quoi les pistes de solutions qui peuvent s'offrir à nous. Pour certaines personnes, ça va être beaucoup d'anxiété avant la relation sexuelle, cette idée-là de performance, donc des fois d'utiliser une technique de relaxation, des fois de le faire en parallèle avec votre partenaire pour on va se détendre, puis après ça, on va commencer peut-être plus tranquillement à se toucher, à se caresser, puis peut-être que ça va éveiller du désir, peut être une manière aussi. Se permettre l'erreur, l'imperfection, donc je disais, il peut y avoir certaines personnes très vulnérables à la perfection qui vont tranquillement éliminer des comportements sexuels, puis se retrouver un peu pris. Donc, de dire, je vais essayer, peut-être que j'ai une idée, peut-être que ça ne marchera pas, c'est pas grave, mais on essaie. Donc, d'être flexible, créatif avec les solutions que je vais vous présenter. Puis, prendre connaissance de ses propres facteurs aidants. C'est quoi les moments dans la journée où je me sens plus en forme, peut-être ma nausée diminuée, c'est quand les moments où je me sens mieux dans ma peau. Si j'ai une cicatrice, est-ce que je me sentirais mieux si je gardais un sous-vêtement qui peut-être camouflait certaines cicatrices? Est-ce que je suis à l'aise? Puis, de prendre le tout avec un peu d'humour. Donc, comme je disais, de questionner, d'aller à la recherche de solutions. Donc, pour moi, idéalement, votre équipe de soins ouvre le sujet, vous parle directement des fécondités, d'atteinte sur la sexualité, vous questionne par rapport si vous avez justement une ménopause précoce provoquée de manière chirurgicale ou pharmaceutique. Pour moi, idéalement, ils vous en parlent, ils vous offrent des solutions. C'est possible qu'ils ne l'abordent pas. Souvent, ils vont oublier par manque de temps, par priorisation de l'information. Certains médecins vont avoir leur propre inconfort, mais sachez que vous avez droit à cette information, que c'est tout à fait légitime de poser des questions, puis de vous permettre de poser des questions à votre personnel soignant. Ça peut être, je suis en chimio, est-ce que j'ai des vulnérabilités à l'intimité sexuelle, je suis en train de rencontrer différentes personnes, est-ce que je devrais être plus prudente, des atteintes à ma fertilité, c'est quoi les solutions qui s'offrent à moi, c'est quoi les attentes que je peux avoir du traitement que je reçois de la chirurgie
par rapport à ma sexualité, je remarque tel effet secondaire suite à ma radio, ma chimio, ma chirurgie. Est-ce normal? Avez-vous des pistes de solutions pour moi? Donc, s'il ne l'ouvre pas, permettez-vous de le faire. C'est tout à fait légitime. Donc, je vous invite aussi à être proactif, donc de noter les atteintes à votre fonction sexuelle, le moment où c'est apparu pour pouvoir le mentionner à votre prochain rendez-vous. Or, on a introduit telle médication, voici les changements que j'ai observés. Est-ce que c'est quelque chose auquel je peux m'attendre? Puis, vous pouvez inviter, si vous avez des partenaires de vie, à vos rendez-vous pour leur permettre de poser peut-être leurs propres questions. Donc, quand je parlais des objectifs, je vous invite évidemment à avoir cette réflexion personnelle-là, mais je pense que ça serait une discussion de couple intéressante à avoir. Et au niveau de la sexualité, communiquer avant, pendant et après au jeu. Puis avant, ça peut être les jours avant sa chirurgie, je m'inquiète pour le après, comment est-ce que j'aimerais que ça se passe, j'anticipe certaines difficultés, la communication que j'aimerais avoir, j'ai peur des impacts sur notre couple, sur notre sexualité. Ça peut être avant en après-midi, nous avons une relation sexuelle de planifier. Je pense que j'ai envie, mais j'ai peur que si je suis trop fatiguée, comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a des attentes? Je ne sais pas si je vais être à l'aise avec tous les comportements. Pendant, j'ai besoin de changer de position. Finalement, je ressens un peu d'anxiété. J'aurais besoin qu'on ralentisse. Je suis inquiète de ne pas avoir l'énergie pour me rendre au bout. Et après, qu'est-ce que je veux dire? Immédiatement après la relation sexuelle, dans les jours qui ont suivi, et le après qui peut être pour même devenir le avant de la prochaine relation sexuelle. Puis des fois, je trouve que parler de sexualité à des moments qui sont complètement pas rapport peut faciliter la chose parce que c'est pas, je sais pas, j'ouvre une conversation sur notre sexualité en soirée avant d'aller se coucher. Tout à fait correct, ça peut absolument être un bon moment, mais on peut aussi aborder dans cette conversation-là de dire mais peut-être que c'est quelque chose que je veux qu'on exécute dans les prochaines minutes, mais pas nécessairement. Tandis que si j'ouvre la conversation dans l'auto en s'en allant chez les beaux-parents, je suis pas mal dans la certitude qu'il n'y a pas grand-chose qui va arriver dans les heures qui vont suivre, et donc ce n'est pas un danger. Donc, ce n'est pas un reproche à quelque chose qui vient de se passer. Je ne suis pas en train de placer une requête que je veux que tu exécutes dans les prochaines minutes. Donc, des fois, ça peut être une situation qui offre un petit peu plus de neutralité. Certaines personnes vont trouver ça très drôle, certaines personnes vont trouver ce contexte-là très facile. Donc, encore une fois, il n'y a pas une bonne manière de faire. Je vous amène des idées de réflexion et allez-y comme qu'est-ce qui semble vous convenir. Séduire, réintroduire la sensualité, donc des fois de se dire hey, on se fait des massages sensuels, on essaie de s'agacer, mais il n'y aura pas de pénétration ou il n'y aura pas de stimulation génitale ou personne n'a droit d'atteindre l'orgasme. Puis on veut juste être comme un peu dans le jeu pour voir si c'est des choses qui nous plaisent, qui peuvent des fois aussi enlever la pression de, surtout si on réalise être dans ces exigences que la sexualité doit se passer d'une certaine manière. Je vous invite aussi à viser un répertoire sexuel large. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est, mais pour moi, des préliminaires, c'est la sexualité. Donc, la masturbation mutuelle, la masturbation en parallèle, l'amour oral, ce sont des comportements sexuels et ils peuvent constituer en soi une relation sexuelle complète. La pénétration peut faire partie d'une relation sexuelle, ce n'est pas obligatoire, mais je veux aussi dire, peut-être qu'on se fait un massage sensuel, peut-être qu'on prend un bain ensemble, peut-être qu'on se colle en cuillère, peut-être qu'on fait juste se frencher en se disant qu'est-ce qu'on va avoir envie de faire, qu'on va avoir plus d'énergie. Peut-être que je me sens pas à l'aise de me faire toucher le corps encore, mais je me sens à l'aise de modeler la lingerie, par exemple. Donc, il peut y avoir une panoplie de choses que je ne ferai pas avec quelqu'un d'autre, mais que je voudrais faire uniquement avec cette personne spécifique. Il y a des bonnes chances que vous êtes dans un répertoire sexuel large et pensez à affection, sensualité, sexualité, et tout ça est sur un continuum où des fois, les limites vont s'embrouiller les unes dans les autres. Je vous invite à avoir recours à de l'humour si vous essayez quelque chose de nouveau. Je ne sais pas, vous achetez un jouet sexuel, vous vous sentez pas tout à fait à l'aise en essayant un jeu de rôle ou un morceau de lingerie ou de parler plus ouvertement pendant une relation sexuelle, vous trouvez ça drôle, ludique, il y a un inconfort, au lieu que ça devienne dramatique, ça peut être quelque chose de drôle qui va contribuer à vous rapprocher. Je parle de bien se préparer. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est si j'ai la douleur, est-ce que je peux prendre un antidouleur avant? Est-ce qu'à un moment dans la journée, je suis mieux? Je parlais plutôt de s'il y a certaines cicatrices avec lesquelles je ne me sens pas bien. Est-ce que je peux avoir peut-être le morceau de linge que j'aurais envie de porter pas loin? Ceci étant dit, je pense qu'on peut être à l'aise avec qu'est-ce qui se passe dans notre corps, mais je peux penser à plusieurs clientes avec lesquelles j'ai travaillé qui, des fois, d'avoir quelques relations sexuelles initialement avec un morceau de linge qui faisait en sorte qu'elles se sentaient mieux, les ont aidés à avoir un meilleur confort pour se laisser aller dans la sexualité. Avoir un plan B. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est vous commencer, puis finalement,
vous sentez pas bien, vous n'avez pas envie d'être dans la sexualité, peut-être que vous n'avez même pas envie d'être dans la sensualité. Faire comme, ben, est-ce qu'on va partir chacun de notre côté frustré? Est-ce que je vais commencer à ruminer que j'ai pas été à la hauteur, l'autre personne est déçue? Notre plan B peut être, est-ce qu'on peut essayer d'en parler? Est-ce qu'on va aller écouter une série ensemble? Si ça ne marche pas, j'aimerais ça peut-être juste qu'on reste collés, qu'on discute, qu'on aille jouer aux cartes, je ne sais pas quoi. Mais notre idée était de passer un moment de qualité ensemble, même si je ne suis pas disponible à la sexualité, pouvons-nous tenter de quand même créer un moment de qualité où nous allons connecter, même si ce n'est pas sur le même niveau sexuel. Peut-être qu'ils nous vont connecter sur un niveau physique de manière sensuelle. Si ce n'est pas sensuel, peut-être que c'est affectueux. Et si même on ne se sent pas ouvert à ça, on n'a pas envie de les toucher, on vit un malaise, peut-être qu'on peut quand même passer un moment ensemble ou de dire j'aimerais prendre une pause, je ne suis pas bien, mais j'aimerais ça qu'on revienne et qu'on en reparle ou qu'on revisite ce moment-là pour qu'on puisse comprendre et pas rester avec des incompris, des non-dits entre nous. Pour la personne seule ou désirant rencontrer, mais je vous invite à vous occuper de votre propre sexualité. La masturbation est un outil extraordinaire pour nous faire un bien-être monumental à différents niveaux. Je vous invite aussi de vous informer à peut-être des limites ou justement de manière sécuritaire, comment rencontrer différentes personnes à différents stades de vos traitements pour pouvoir bien vivre sécuritairement des rapprochements. Je vous invite à investir vos relations d'amitié. Donc, peut-être que vous n'avez pas de partenaire de vie. Donc, je peux penser à plusieurs femmes célibataires avec lesquelles j'ai travaillé. Elles vont dire, oh, j'ai peur de m'imposer à mes amis, c'est pas comme si elles étaient un partenaire. Mais de la manière qu'elles parlent, je sens que leurs amis ont vraiment le désir d'être là pour elles, pour les accompagner à peut-être des rendez-vous médicaux, qu'elles peuvent recevoir des nouvelles et pas être seules. Donc, permettez-vous d'ouvrir, de valider, de dire si jamais c'est trop, j'aimerais ça que tu me le dises, mais peut-être que je me sens un peu seule, je me demande si je peux compter sur ton soutien. Et donc, de vous permettre, des personnes qui disent vouloir être présentes, de vous permettre de les interpeller et pas rester seule avec votre vécu. Ça peut aussi de remettre en perspective, est-ce que c'est ma priorité? Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai déjà travaillé avec certaines femmes qui se disaient, il y avait plus de l'anxiété à éventuellement vivre une relation que réellement le désir d'en vivre de ce moment-là. Donc, beaucoup du travail qu'on a fait, c'est de faire confiance au processus, puisque ce n'était pas une priorité pour elles à ce moment-là, et à certains moments dans leur vie, elles se sentiraient plus ouvertes, plus disponibles dans leur féminité et plus ouvertes à la sexualité, mais qu'à ce stade-là de leur vie, donc quand je posais la question, quels sont les buts de votre sexualité à ce moment-ci de votre vie, si c'est j'ai pas de partenaire de vie, c'est pas quelque chose que j'ai envie de prioriser en ce moment, c'est tout à fait correct, permettez-vous-le, et lorsque vous serez prête, bien, vous pourrez explorer ces pistes-là de la manière que ça vous conviendra. Donc, si vous avez envie ou de dire ben, éventuellement, j'aimerais vivre ça, c'est s'imaginer activement et positivement partager sa réalité. Donc, comment est-ce que je partagerais avec quelqu'un que j'ai eu ces chirurgies-là, que j'ai déjà vécu ce diagnostic-là, de vous permettre de vous visualiser, de vous projeter avec quelqu'un qui vous traiterait adéquatement après les traitements. Et puis de ne pas décider pour l'autre ou s'imaginer ce qu'on sait que l'autre pense, vous êtes en train de deviner. Ah, je pense que personne ne serait capable d'accepter. Si je dis ça à quelqu'un dans une troisième date, ils vont partir en courant. Donner la chance au coureur, puis c'est quoi le bon moment de l'annoncer? Il n'y a pas un bon moment. Souvent, je vais dire aux gens, quand vous sentez que vous devez le dire ou commencez à avoir un inconfort que l'autre personne ne sait pas, probablement ça, c'est le bon moment et ça, vous allez ressentir de vous faire confiance pour ça. Quand je dis changer l'exécution, faire attention à ne pas dire non trop rapidement. Donc, si vous n'étiez pas dans un esprit sexuel, puis l'autre personne, partenaire, vous avez eu des discussions, l'autre personne sait que vous avez envie, que vous ne voulez pas mettre de pression, tout le monde est d'accord que le consentement se retire à tout moment. Puis là, je ne suis pas dans un mood sexuel là, à l'instant même, là, je vais dire non. Mais pas dire non trop rapidement, vous donner la chance de ah ben, je ne sais pas. Puis après ça, de débuter avec un peut-être. Puis ça, c'est quelque chose, un outil que vous pouvez partager avec votre partenaire, de dire mais je ne sais pas où est-ce que je vais me rendre et de vous donner plus de temps pour les préliminaires. Ceux qui sont des outils aussi qui vont beaucoup aider quand je vais parler de la ménopause précoce qui est provoquée de manière chirurgicale ou pharmaceutique. Donc, de prendre plus de temps pour les préliminaires. Les préliminaires, comme je disais, sont la sexualité. Puis, si vous êtes un peu plus inquiet, de vous permettre peut-être un rôle plus passif et que l'autre personne vienne vous stimuler, à moins que pour vous, que ce soit très, très, très excitant de caresser l'autre personne, mais souvent de avoir physiquement ces caresses-là et d'aller éveiller l'excitation sexuelle. L'excitation sexuelle, c'est la réponse physiologique du corps à comment le corps est touché. Donc, mes seins vont devenir gonflés, mes mamelons vont devenir gonflés, je vais avoir une lubrification vaginale,
ma respiration va devenir haletante. Donc, souvent, le désir va venir provoquer de l'excitation. Par contre, l'excitation peut provoquer du désir. Donc, justement, pour la ménopause chirurgicale et ou pharmaceutique, c'est quelque chose qui est vraiment pas évident à vivre. Puis je pense, avant même d'embarquer dans les solutions, c'est de vous permettre le deuil et l'acceptation pour ensuite investir les solutions. Donc, de vous permettre que ça soit difficile, de vous permettre de vivre certaines peurs, de vous permettre de dire, ça m'écoeure que je dois passer à travers ça, c'est tout à fait correct. Je trouve qu'une bonne manière de le regarder, c'est de dire, est-ce que ce sacrifice-là vaut la peine pour pouvoir être ici pour le restant de ma vie? Puis probablement, comme au niveau de la chirurgie, à travers les conséquences des différents traitements que vous avez eus, de dire, ça, personne ne mérite ce diagnostic-là, je passe à travers cette réalité-là, et est-ce que ça me permet d'être dans la vie, une vie qui me plaît? Est-ce que ça me permet de continuer? Oui, OK, c'est vraiment difficile, mais je vais trouver la meilleure manière que je puisse le vivre. Donc, pour certaines femmes, ça peut être l'atteinte à la féminité, juste dans l'image de la femme. C'est des atteintes au niveau de l'énergie, des douleurs au niveau articulaire, atteinte au désir, difficulté au niveau de la lubrification. Donc, faire appel au désir provoqué. Alors, comme j'expliquais un petit peu plus tôt, le désir sexuel spontané, j'ai envie, je vois quelque chose qui m'allume, qui provoque une excitation sexuelle. Oui, il peut être présent chez plusieurs personnes, mais de manière générale, même à l'extérieur de la population cancer ovarien, souvent, les femmes vont avoir plus de désir provoqué que spontané. Donc, lorsqu'on a la ménopause qui est imposée de manière chirurgicale, excusez-moi, je suis désolée, ça fait appel au désir provoqué. Donc, comme je disais, peut-être de planifier des moments, mais qui sont libres d'obligation. On a un moment, on va essayer de se caresser, on va voir comment ça se passe. Si je ne suis pas bien, mon désir ne monte pas, mais peut-être qu'on aura un moment sensuel. Puis si pas un moment sensuel, ce sera un moment affectueux, puis sinon, ce sera un moment de qualité ensemble. Mais qu'en sachant peut-être que si je me détends, je me permets un rôle passif et ma partenaire caresse mon corps de manière qui me plaît, c'est possible qu'en touchant au bon piton, on va aller provoquer de l'excitation sexuelle qui va provoquer un désir sexuel. Mais pour que ça soit fonctionnel, il faut absolument qu'il y ait zéro pression. Zéro pression, je veux dire, d'être à l'aise, de pouvoir dire, hey, ça marche pas, ou j'arrive pas à être là, ou je pense que c'est super agréable, mais je pense pas que ça ira plus loin pour moi ce soir. Puis souvent, on va avoir peur de décevoir l'autre, on va avoir peur de dire, ben, l'autre personne va être excitée, puis n'arrivera pas à gérer ce refus-là. Donc, je reviens à cette idée-là de communication avant. Parler de ces idées-là avec vos partenaires de vie, d'essayer de voir comment ils reçoivent ça. Puis une fois qu'ils ont dit, ben oui, j'aime mieux qu'on aille ce moment-là que pas du tout. Oui, je vais peut-être trouver ça difficile si je suis super excitée, mais je veux absolument pas que tu continues si tu n'as pas envie d'être là. Qui sont les réponses que je reçois, donc je reçois d'un partenaire dans 99% des cas. Donc là, de savoir que votre partenaire probablement aime mieux avoir accès à vous et votre sexualité, votre intimité physique un peu que pas du tout. Et que si jamais vous êtes plus bien, je suis confiante que la très grande majorité des partenaires aiment mieux le savoir et cesser et transférer dans quelque chose qui va mieux convenir à tout le monde que de savoir que leurs partenaires se sont forcés pour faire plaisir. Autre outil, donc avec cette ménopause chirurgicale ou pharmaceutique, bien évidemment, il y a une sécheresse vaginale qui peut s'imposer. Il peut aussi éventuellement avoir une atrophie vaginale. Donc, si vous n'avez pas une sexualité pénétrante, vous êtes célibataire, je vous invite peut-être dans la masturbation à utiliser une gonne michée ou des dildos dilatateurs ou avoir un œil ou si vous êtes dans un couple lesbien puis n'utilisez pas nécessairement toujours des jeux pénétrants, peut-être une genre de physio ou aller voir peut-être peut-être une fois par année, rendez-vous en physio périnéale juste pour vérifier s'il commence à avoir de l'atrophie vaginale. Si oui, possible de travailler avec des dilatateurs pour corriger ça. Mais sinon, par rapport à la sécheresse vaginale, pour certaines femmes, ça va uniquement causer problématique lors des relations sexuelles. Pour d'autres, ça va aller jusqu'à avoir de l'inconfort comme durant la journée, de dire comme si je me sens un peu comme si c'est irrité, sèche, ça pique. Donc, sachez qu'il y a deux produits sans hormones, vous pouvez toujours en parler avec votre médecin, mais qui sont accessibles en vente libre en pharmacie. Replens et Gynatrof, qui sont comme des capsules qu'on insère au niveau de la vulve, donc c'est pas à tous les jours, ça dure quelques jours, peuvent vraiment aider avec la lubrification vaginale. Donc, plus en plus, je parle avec des femmes qui se sont faites conseiller ces produits-là, donc je suis contente de voir que ça commence à être plus connu, plus abordé, plus de médecins, infirmières qui abordent directement ce genre de solution, mais ce n'était pas nécessairement le cas il y a peut-être
peut-être 3-4 ans, quand j'ai commencé plus à travailler parallèlement avec certaines cliniques au niveau du cancer. Donc, maintenant, à vous, c'est votre sexualité, c'est supposé être amusant, plaisant et réconfortant. Si ce n'est pas, revenez à cette idée-là de c'est quoi les buts, c'est quoi la pression que je suis en train de m'imposer. Tranquillement, réapprenez à être érotique avec vous-même, avec votre partenaire. Puis les changements à votre réalité sont peut-être évidents, mais ne devenez pas ce que votre partenaire pense ou ressent. Je vous invite à vérifier, questionner, avoir des discussions ouvertes en parlant en jeu, en disant, voici mes inquiétudes, je m'inquiète de ne pas être désirable, que ça soit un manque pour toi, que tu puisses, que tu ne sens pas capable de m'en parler. Des fois, j'ai peur de débuter parce que si je n'ai pas l'énergie, j'ai peur que tu vas être déçu si j'arrête en plein milieu. Peu importe, mais je vous encourage à avoir ces discussions-là. Donc, en terminant, je vous invite à être courageux, ça vaut la peine, et donc d'essayer et de réessayer. Je voulais quand même vous laisser quelques ressources. Donc, évidemment, il y a l'Ordre professionnel des sexologues du Québec, la clinique de sexologie à l'UQAM. Oui, c'est des stagiaires, mais d'avoir accès qui sont très bien supervisés. La clinique de McGill de Sex and Couple Therapy Services, la Centre de relations d'aide, le Levis, qui aussi, c'est des personnes qui n'ont pas nécessairement les moyens, que ça va être des professionnels, mais qui vont offrir des suivis sur un sliding scale, évidemment l'Ordre des psychologues du Québec, et j'ai mis mes coordonnées également. Ça me fait plaisir. Je sais qu'Alvina va partager son vécu avec vous et je ne sais pas si on garde les questions pour après Alvina ou si vous voulez les faire maintenant. Ouais, ben dans le fond, je donnerais peut-être la parole à Alvina pour qu'elle puisse nous partager un petit peu l'impact de certaines des thématiques qui ont été abordées ce soir, entre autres la ménopause chirurgicale. Mais avant, Zoé, je voulais juste te dire, wow, tellement d'informations précieuses et très, très bien expliquées. Donc, merci pour ben, de nous partager ton expertise. Mais là, oui, je laisserai la parole à Alvina. C'est à toi. Merci réellement. Puis oui, merci beaucoup, Zoé. Tu sais, j'étais là en arrière, je lâchais ma tête comme ouais, ça aussi, je suis d'accord. Puis, tu sais, avant de m'introduire, je voulais juste dire qu'il y a tellement de choses que tu as dit que je fais comme, ouais, absolument. Puis je pense, s'il y a une chose qu'on devrait comme s'en rappeler, si on oubliait tout ce que tu avais dit, mais il y avait une chose, puis il y avait juste de la place pour une chose avec notre brain fog, là, c'est vraiment la communication parce que même moi, je dirais dans mon couple, tu sais, surtout comme femme, on a tendance à cause des films, à cause de comment on a été élevé, de ne pas être la personne qui va chercher l'attention sexuelle dans le couple. C'est souvent, tu sais, l'homme. Donc là, des fois, ben, dans une situation comme ça, ben, le partenaire est un peu comme, il y a comme un malaise, il veut pas te solliciter peut-être, mais peut-être toi aussi t'as envie, mais toi, t'es pas habitué de le faire, mais c'est de dire, hey, si t'es correct, puis t'as le goût, ben vas-y, là, parce que ton partenaire il est dans une position un peu spéciale, il veut pas te mettre de la pression parce qu'il sait qu'est-ce que tu vis, là. Donc, ben, ça, c'était dans mon cas. Alors, c'était comme, on a eu toute une discussion, mais la communication, ça a vraiment été clé là, pour recommencer, repartir le feu, si tu veux. Euh, donc, c'est mon nom, c'est Albina. J'ai été diagnostiquée en mars de cette année avec un cancer de haut grade, séreux. Euh, puis je suis chanceuse, je me considère chanceuse parce que c'était découvert un stade 1. Et sachant que c'est quelque chose de rare, c'est ça aussi qui m'a poussée à être impliquée et dire hey, je veux mettre ma chance au travail pour aider d'autres femmes. Puis en espérant qu'un jour, le cancer de l'ovaire, ça va être détecté par exprès et non par accident parce qu'on a une chirurgie ou parce on le découvre comme à côté de quelque chose. Euh, puis, côté ménopause, je voulais juste parler un petit peu dans le sens que à 36 ans, tu sais pas vraiment à quoi t'attendre, ça te frappe comme un mur. Puis, tu développes aussi comme des peurs. Par exemple, dans mon cas, en lien avec la sexualité, tu sais, j'ai eu une hystérectomie, j'ai fait de la chimio, je viens de finir. Mais tout de suite après, juste la chirurgie, là, parce que j'avais du temps avant la chimio pour comme guérir. Mais une fois que je me sentais bien et que je me sentais à l'aise de repartir mes relations sexuelles avec mon partenaire, mais j'avais peur parce que j'étais comme, ben, à quoi ça ressemble à l'intérieur? Tu sais, la profondeur, ça va-tu faire mal? Ça peut-tu briser? Genre, est-ce que c'est correct de faire ça? Tu sais, c'est quoi mes limites? Parce qu'il fallait comme redécouvrir mon corps. Et, puis c'est pas quelque chose que tu vois, c'est quelque chose à l'intérieur de toi. Donc, c'était très. Il y avait beaucoup de peur. Puis pour moi, je trouvais que le plus qu'on attendait, le plus que la peur devenait comme une grosse boule plus difficile à comme adresser.
Donc, je reviens juste au fait que la communication était clé. Puis c'est sûr, comme genre les bouffées de chaleur qui ajoutent à tout ça. Donc, tu sais, au début, là, quand j'avais commencé à avoir ça, c'était comme tout d'un coup, n'importe quel changement dans mon état comme émotionnel, ça me donnait des bouffées de chaleur. Donc, on peut s'imaginer que, tu sais, t'es un peu excité, puis tout ça, ben, oups, une bouffée de chaleur, puis là, t'es comme sans moi si je veux plus être dans le lit, là, genre, je suis plus capable de respirer. Donc, tu sais, ça ajoute une couche de complexité que t'as jamais vécu avant, puis c'est tout du nouveau, puis tu deviens frustré. Donc, tu essaies de peut-être le vivre, là, de réaliser que, regarde, on va le vivre comme que c'est la découverte. Ça veut pas dire qu'on va toujours le vivre comme ça. Puis c'est ce que j'ai découvert, que maintenant, je trouve que j'ai plus un contrôle, puis je suis capable de gérer un peu plus mes bouffées de chaleur. Je réalise que, exemple, si je mange pas de sucre la nuit avant de me coucher, j'ai vraiment comme presque pas de bouffées de chaleur dans la nuit. Mais si je me gâte un peu avec un petit chocolat, oups, cette nuit-là, je sais que je vais l'avoir. Maintenant, je le sais, je l'accepte. Je veux dire, ok, aujourd'hui, là, je l'accepte, je vais avoir une bouffée de chaleur ou deux. Je mettrai pas mes draps ce soir, c'est pas grave. Mais mais on dirait que je suis capable de contrôler un peu plus comment mon corps réagit parce que, au fond, j'apprends à reconnaître mon nouveau corps que j'ai maintenant. Puis, c'est ça. Donc, tout ce que Zoé tu as partagé, c'était vraiment comme. Il y a beaucoup de points que j'hochais la tête. Je suis comme, oui, 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 absolument. Ouais. Merci beaucoup, Alvina. C'est encore, je trouve courageux que que tu nous partages, tu sais, avec autant d'authenticité. Merci pour ta vulnérabilité parce qu'encore une fois, là, c'est tellement pas évident. Puis je sais ce que tu dis rejoint beaucoup de femmes dans notre communauté. Je vais juste prendre quelques questions. Là, je vois le temps file, mais il y a une question qu'on a reçue que j'aimerais poser à Zoé. Donc, j'ai des traitements de chimio présentement. J'ai remarqué que ma libido a beaucoup diminué. Est-ce qu'elle va revenir à la fin des traitements? Des très bonnes chances. Je ne crois absolument pas que ce soit quelque chose qui soit permanent. Donc là, il y a évidemment différents facteurs pharmaceutiques, mais juste aussi la réalité de ne pas se sentir bien dans son corps. Comme Alina disait, il a repris vraiment de vous la communication, je dirais en prévision de quand je vais aller mieux pour ne pas développer, si cette personne-là est en couple, de ne pas développer des difficultés relationnelles qui pourraient contribuer à je sais pas, on a plus de conflits, je me sens pas compris par mon partenaire, ça va avoir un autre impact au niveau de la libido. Mais peut-être de vous dire, en ce moment, je me sens que j'en ai moins, je sens que je suis en lien à ma chimio, est-ce qu'on peut faire des choses autres? Donc, quand même, avoir des moments d'intimité, puis ça pourrait aussi être la possibilité de faire, c'est vraiment un peut-être, c'est probablement un no-go, mais peut-être qu'on commence juste à se caresser, peut-être qu'on commence à se coller, puis on ne sait pas, peut-être que ma libido pourrait monter. Mais cette idée-là de hey, j'ai pas envie, puis l'autre me touche, j'ai pas envie d'être à cash, j'ai pas envie d'ouvrir une porte, je dis non tout de suite, qui est un réflexe tout à fait compréhensible. Mais de dire, ben, en ce moment, je suis pas vraiment ouverte, mais on prévoit ou simplement de continuer à vous assurer de passer des moments de qualité ensemble, d'être vraiment ouvert au niveau de la communication, puis de reconnaître que c'est une période qui est temporaire dans votre vie, va faire en sorte qu'il va y avoir plus d'ouverture puis moins de dommages à la relation qui pourraient créer des complications pour l'intimité par la suite. Merci beaucoup pour ta réponse. En fait, je vais prendre une autre question puisqu'il nous reste encore quelques minutes. C'est une question plus en lien avec la ménopause. En fait, comment distinguer les effets secondaires liés à la chimio versus ceux liés à la ménopause? Est-ce qu'il y a comme une façon de les distinguer? Parce que je crois que cette personne-là, des fois, a de la difficulté à comme nuancer la différence entre les deux. Il y en a des fois, mais moi, je ne les ai pas vécus. Agina, je ne sais pas si, il y a de l'information que vous voulez donner à ce niveau-là. Des fois, c'est dur. C'est pas nécessairement clair. Comme exemple, complètement dans un autre domaine, quelqu'un qui dit je vis de l'anxiété, c'est-tu plus en lien au fait que mes parents sont vieillissants en foyer ou plus au fait que mon boss me met un stress incroyable? C'est vraiment si important? Quelles sont les pistes de solutions que je pourrais mettre en place? Fait que même chose avec les symptômes que je vis, qu'est-ce que je peux faire pour gérer les symptômes, diminuer l'impact négatif
de ce symptôme-là. Si c'est lié à la chimio, probablement que ça va se tasser avec le temps quand la chimio va être terminée. Si ça ne se tasse pas, potentiellement que c'est un symptôme qui est lié à la ménopause. Ça aussi, je pense que ce serait important, lorsqu'on a des symptômes qui sont vraiment dérangeants au niveau de la qualité de vie, de les aborder avec votre personnel soignant pour voir peut-être qu'ils connaissent des pistes de solutions à vous offrir pour diminuer l'impact et le désagrément des symptômes que vous vivez. Merci Zoé. Alvina, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, c'est sûr que c'est quelque chose que je vis en ce moment, puis je trouve qu'on le découvre avec le temps parce que, comme dans la session anglophone tantôt, un peu plus tôt, là, puis on a abordé la même question, puis on disait, ben, au fond, c'est difficile de distinguer parce que, comme on a dit, la chimio te met en ménopause aussi un petit peu, ça dépend là, de l'intensité et du type, mais oui, c'est pas évident de savoir ben, qu'est-ce qui est ménopause qui va rester versus qu'est-ce qui est effet secondaire de chimio. Mais ce que moi, j'ai vécu, c'est que c'était on peut dire, c'était en double pour moi parce que j'avais eu ma chirurgie avant. Donc, j'étais en ménopause chirurgicale et ensuite avec la chimio. Donc, c'était beaucoup plus intense pour moi. Puis maintenant, je réalise que là, mon corps, il commence à se détoxifier, puis ça fait presque 6 semaines demain. Là, je vois plus comme, ah, OK. Donc là, il y a comme j'ai les mêmes symptômes, mais ils sont comme moins intenses. On dirait que ça a comme enlevé une couche d'intensité avec le temps, puis que le corps se rebâtit un peu ses systèmes. Donc, mais ce que moi, j'allais aussi ajouter à ce qu'on disait tantôt, c'est vraiment comme parler au médecin. Et dans mon cas, en fait, j'ai même pas eu besoin d'en parler parce que mon médecin de famille, elle a abordé le sujet elle-même. Elle était très directe, puis elle a dit, OK, puis la sexualité. Donc, il n'y avait pas de, OK, puis on peut parler de. C'était vraiment comme, tu sais, on est des adultes, là, puis ça fait partie de la vie. On a tous, tu sais, ben, dans mon cas, j'ai des enfants. Elle sait que j'ai des enfants. Elle sait que j'ai déjà fait ça dans ma vie. Il n'y avait pas de cachette, tu sais. Donc, des fois, il faut juste comme aborder le sujet, puis être direct. Puis tout de suite, elle m'a recommandé comme OK, tu peux utiliser tel lubrifiant pour l'instant parce qu'en ce moment, je suis en mode comme je sais pas si j'ai encore on va dire le droit ou c'est correct pour moi d'utiliser des hormones parce qu'on est encore en mode d'étude, disons, de voir si ce type de cancer-là, on peut ou non. Puis donc, tu sais, mais il y a d'autres solutions. Donc, si c'est pas les hormones, ben c'est comme vous aurez à partager des produits ou d'aller chercher des lubrifiants, mais il y a comme plusieurs façons d'adresser les symptômes. Merci, Alvina. En fait, c'est tout le temps que nous avons pour la partie questions et discussions aujourd'hui. Donc, merci, Alvina, pour ta vulnérabilité, franchise et ton authenticité face à ce sujet qu'on sait qui est très peu discuté et encore très tabou. Et merci, Zoé, là, pour ta présentation intéressante, tes stratégies. Encore une fois, un sujet qu'on aborde peu, mais je suis certaine tout ce que tu nous as présenté aujourd'hui seront utiles pour bien des femmes dans notre communauté. Donc, merci de rendre ce sujet un petit peu moins tabou. Alors, on poursuit notre soirée en abordant les thérapies complémentaires. Donc, les thérapies complémentaires